13h à Coloma, bonsoir à tous, je vous donne l'information. Célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une occasion mise à profit en Guinée pour sensibiliser le public sur l'importance de la santé bucco-dentaire. Et puis, dans ce journal, nous parlerons également du directeur général de Sogipa qui a effectué une tournée de prise de contact dans la préfecture de Yomo. Il est allé à la rencontre des autorités, populations et les leaders coutumiers dans les communes rurales de Guéké. Et enfin, en sport, nous parlerons du CELI national de Guinée qui affrontera la Somalie ce vendredi au stade olympique de Alassane Ouattara d'Abidjan. Bonsoir à tous. Tout d'abord, hors de la Guinée, en République centrafricaine, où l'ambassadeur de Guinée a remis ses lettres de créance au président Archange Touadéra, des échanges qui ont permis de mettre un accent particulier sur les relations de coopération entre nos deux pays. Makemedozo, on t'écoute. Pour la réception de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, le palais de la Renaissance a arboré les drapeaux des deux pays. Une réception rythmée qui marque la volonté de Bangui de former un pont solide avec Conakry. Le diplomate guinéen est introduit avec solennité auprès du président Faustin Archange Touadéra, à qui il a transmis les fraternelles salutations du président général Mamadi Doumbouya. L'ambassadeur Sékou Camara vit ce moment comme un défi. Celui tout d'abord de remettre ses lettres de créance au président Touadéra, mais surtout celui de participer au renforcement des relations bilatérales entre la République de Guinée et la République centrafricaine. Le président Touadéra m'a rassuré de sa volonté personnelle et de la disponibilité de son gouvernement à m'accompagner dans l'accomplissement de ma mission, qui consiste entre autres à renforcer davantage et à diversifier de relations historiques, d'amitié et de coopération dans divers domaines d'intérêt commun. La Centrafrique est un pays bien connu des Guinéens. Plus de 300 compatriotes y sont officiellement recensés. L'ambassadeur Sékou Camara a pu échanger avec leur délégation pour transmettre un message d'espoir et de fraternité. J'ai rencontré nos compatriotes vivant en RCA depuis des années et qui sont composés essentiellement de commerçants et d'opérateurs économiques, de fonctionnaires internationaux évoluant dans le système des Nations Unies et organismes assimilés, ainsi que des humanitaires. Une belle image de solidarité loin de la terre-mère. L'ambassadeur Sékou Camara promet de veiller sur cette unité qui règne entre les compatriotes en République centrafricaine. Ici en Guinée, précisément, qu'il y a une mission de l'indigence s'est rendue sur le chantier pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction du futur siège de la direction régionale du Fonds de développement social et de l'indigence. On en parle avec Sona Sagno. À Kindia, la délégation de la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence est sur le site de construction du bâtiment R+2 devant abriter la direction régionale de la dite institution. La mission est venue s'assurer de l'état d'avancement des travaux du chantier. Nous sommes très heureux par rapport à l'état d'avancement puisque le chantier est à taux de 55% de réalisation et l'entreprise s'est engagée à le rendre dans un délai maximum de 2 mois. Donc nous avons instruit à ce que les travaux qui peuvent être empiétés par la saison des pluies, que ces travaux soient réalisés maintenant pour que le délai soit respecté. Cette activité est inscrite dans le contrat de performance signé à la ministre et le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence, qui est un objectif qui doit être un résultat de cette année. Ce que j'ai vraiment constaté qui m'a plu, c'est l'engagement personnel de monsieur le directeur général, qui a tenu à contrôler jusqu'au fond détail. Vraiment, ça m'a réjoui, surtout la qualité du matériel utilisé. L'infrastructure comporte 13 bureaux, une salle de réunion et 2 salles d'accueil. L'entreprise Atlantique BTP, qui assure l'exécution des travaux, s'active pour le respect du délai contractuel. Je remercie vraiment la délégation
Je suis très ravi, surtout l'arrivée de monsieur le directeur général du fonds. Et j'ai vu combien de fois il tient beaucoup à l'édifice. Parce que celui qui part toucher son doigt jusqu'à ce qu'il prenne les câbles en main, c'est vraiment, il tient beaucoup à ça. Nous ferons notre possible d'ici l'hivernage pour respecter quand même les 2 mois. Nous ferons notre possible. Pour mieux répondre aux attentes des populations de Kindia, la mission à travers le directeur général se dit satisfaite et a invité l'entreprise contractante à plus de rigueur pour le respect des clauses du contrat conformément au cahier de charges. Tout près de Kindia, à Mamou, des initiatives du président de la République se multiplient pour améliorer les conditions de vie des populations. Plusieurs infrastructures sont prévues dans cette ville. D'autres sont déjà opérationnelles. C'est le cas de la réalisation prochaine du bloc administratif et des logements de la trésorerie régionale dont les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi dans le quartier Serré situé à 7 km du centre-ville de Mamou. Les détails avec Mamadou Paté-Baldé, on l'écoute. Dans ce quartier de Serré, situé à environ 7 km du centre-ville, un autre projet est en voie de réalisation. Il s'agit du bloc administratif et des logements de la trésorerie régionale de Mamou. Financés par le budget national de développement, les travaux de réalisation de ces infrastructures seront confiés à l'entreprise Makam Charles pour un délai contractuel de 12 mois. L'objectif principal de ce projet est de moderniser notre administration publique en offrant un environnement de travail amélioré aux agents du Trésor public et un meilleur accueil aux citoyens. Nous contribuons à renforcer la confiance entre l'État et les administrés. Vous ne vous tromperez pas de suivre les idées du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui est en train de développer toute la Guinée en un petit record du temps. Donc, si nous acceptons de le suivre, il pourra nous aider, il pourra développer notre pays. Le représentant du ministre de l'économie et des finances a salué cette volonté politique du chef de l'État qui vise une gestion plus efficace et transparente des finances publiques en Guinée. Nous sommes convaincus que ce bâtiment, une fois achevé, apportera une réelle valeur ajoutée car il renforcera le lien social et participera au développement économique de notre pays. À cet effet, votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par le ministère de l'économie et des finances. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. Quartier Serré constitue donc une zone de prédilection du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, où plusieurs infrastructures seront exécutées. Et puis à Kouroussa, bientôt le lancement des travaux de construction du premier siège de l'UNOG. L'annonce a été faite par son président El Hadji Tidiane Koïta lors d'une cérémonie de remise du riz aux imams, groupements féminins et autres citoyens. Plus de détails avec El Hadji Fodé Bangali Fofana. Parmi la dizaine de préfectures dans lesquelles cette activité d'orpaillage est pratiquée dans notre pays, Kouroussa sera la première à avoir le siège pour les orpailleurs. Cela compte tenu du rôle de premier plan joué par cette préfecture dans la pratique et son apport dans l'activité. Une occasion mise à profit par le premier vice-président de l'UNOG pour procéder avec les autorités administratives préfectorales et communales de Kouroussa à la pose de la première pierre pour la construction du tout premier siège de l'UNOG à l'intérieur du pays. Kouroussa a joué un très grand rôle dans l'UNOG, voilà, parce que c'est un peu la capitale de l'or. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de commencer par Kouroussa. Profitons pour cette occasion pour remercier les autorités de Kouroussa, mais aussi remercier le gouvernement du CNRD et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République,
pour, n'est-ce pas, son programme de refondation. Les autorités préfectorales et communales affichent leur volonté et leur détermination à accompagner l'UNOG dans la concrétisation de ce projet. C'est un sentiment de satisfaction que Kouroussa soit cité ou pris comme première préfecture pour lancer les travaux de construction des sièges de l'UNOG. Cela est un fait de confiance, c'est un fait qui prouve que Kouroussa n'est pas en reste des préoccupations de l'UNOG. Ici à Kouroussa, c'est le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, UNOG, qui vient encore faire preuve de générosité en offrant quelques sacs de riz aux fidèles musulmans de cette commune urbaine. Les imams, les groupements féminins, les personnes vulnérables, le doyenant sont les heureux bénéficiaires de ce don. De Kouroussa à Kissidougou, les habitants des quartiers Sogbe et Diassa Fekoura se frottent les mains pour le désenclavement. C'est un combat de la jeunesse et les femmes pour appuyer les autorités. Cependant, le préfet a procédé au lancement officiel des travaux de reprofilage des voiries de là. Il s'est rendu dans le village de Farawara sur le site de Corridor pour sensibiliser les riverains après un accident du travail. Des précisions avec Ibrahima Oulé Fofana. On l'écoute. La ville de Kissidougou est en pleine transformation. Les autorités locales ont lancé une opération de désenclavement de certains quartiers, notamment Diassa Fekoura et Sogbe. Cette opération, c'est pour améliorer l'accès et renforcer la connectivité pour les résidents. Les travaux de reprofilage des voiries sont lancés par le préfet. On est en train d'accompagner le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est ça qu'on appelle à Kissidougou la refondation. Donc je demande à tous les chefs de quartier d'imiter le chef de quartier de Sogbe 2. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire pour la population de Kissidougou. C'est le moment de féliciter nos partenaires russes qui ont bien voulu mettre leur engin à la disposition de notre commune urbaine, de notre quartier, pour permettre à cette population vraiment de circuler librement. Du quartier Sogbe en passant par le secteur Dikourani jusqu'au quartier Diassa Fekoura, de nouvelles voiries sont ouvertes pour le bien-être des habitants de ces quartiers. La même activité salvatrice touche le secteur plateau dans le quartier Sogbe 2. Comme la commune avait donné des marchés de proximité à certains quartiers, dont Sogbe 2 dans le secteur de Dikourani, maintenant qui était enclavé, je suis venu prendre l'initiative qu'il faut aider le gouvernement. En parallèle, un événement tragique a frappé la communauté. Sur le site du chemin de fer Simandou, un accident de travail a entraîné la perte d'un travailleur, plongeant sa famille et ses proches dans le deuil. Pour exprimer leur solidarité, le préfet et son cabinet se sont rendus à Farawaya, un village situé dans la sous-préfecture d'Al-Badaria, où ils ont présenté les condoléances. Ce geste vise à apporter du réconfort à la famille touchée et à sensibiliser les populations sur l'importance de la sécurité au travail. Mais avant, un tête-à-tête a eu lieu entre les autorités, la société et les habitants de Farawaya. Je le disais en titre, célébrons à présent la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une occasion de revenir sur le virage préventif porté par la Convention dentaire 2023-2028 en Guinée. L'occasion a été mise à profit pour sensibiliser le public sur l'importance de la santé bucco-dentaire. On en sait plus avec Algassimouba. Il passe de classe en classe pour sensibiliser ses élèves sur l'importance de la santé bucco-dentaire pour le bien-être général. À travers ce geste, ces spécialistes reviennent sur le virage préventif porté par la Convention dentaire 2023-2028. C'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cet événement, soutenu par le Programme national de la santé bucco-dentaire, vise à promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène buccale. Les enfants étant le futur de tout un pays, nous avons préféré choisir les écoles primaires de Conakry pour pouvoir passer un message, le message sur la santé bucco-dentaire.
et surtout sur la nécessité de la prévention. Car la plupart des maladies bucco-dentaires peuvent être prévenues par des gestes qui sont simples, comme le brossage des dents et les consultations précoces. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner des problèmes comme les caries, les maladies des gencives et la perte des dents, ce qui peut affecter la confiance en soi. D'où le thème de cette année, une bouche heureuse, c'est un esprit heureux. La plupart des maladies ont une origine au niveau de la cavité buccale. Donc c'est pourquoi il est important de sensibiliser les enfants et de leur dire qu'il faut qu'ils se préparent non seulement à leur âge scolaire, mais aussi pour le reste de leur vie avoir une bonne santé bucco-dentaire. Selon les spécialistes, pour prévenir la mauvaise haleine, il est essentiel d'adopter une bonne hygiène bucco-dentaire. Cela passe par un brossage des dents au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes avec une brosse souple renouvelée tous les 3 mois. En plus du brossage, l'usage du fil dentaire tous les soirs pour éliminer les résidus alimentaires et une visite annuelle chez le dentiste. Pendant ce temps, la mission pour la 30e équipe médicale chinoise a pris fin après 18 mois de travail en Guinée. Composée de médecins avec des spécialités différentes, elle a apporté un soutien dans la prise en charge des malades reçus à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. Leur départ a fait l'objet d'une cérémonie. Kerno Maroufba, Mohamed Pati Kamara, on vous écoute. Depuis plus d'1 an, la 30e mission médicale chinoise est en Guinée. Elle apporte son soutien aux médecins guinéens. À l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne de Kipé, cette mission, composée de spécialistes dans plusieurs domaines de la médecine, a réalisé des exploits. Après 18 mois passés dans le pays, en appui aux personnels médicaux, dans la prise en charge des patients, elle est magnifiée par le département de la santé. Des satisfaits sont remis à l'ensemble de l'équipe pour le travail accompli. Au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, ils ont consulté 325 malades. Au niveau de l'anesthésie pour l'intervention chirurgicale de toutes catégories confondues, ils ont enregistré 984 malades. En ce qui concerne l'hospitalisation, ils ont enregistré 1992 malades. 1530 cas de consultation et passage aux urgences médicales. Durant leur séjour de 18 mois en Guinée, les professionnels chinois travaillent en étroite collaboration avec leurs collègues guinéens pour permettre à la population d'avoir accès aux services de soins de qualité. Cette coopération sanitaire sino-guinéenne, vieille de plus de 60 ans, a permis aux médecins chinois et guinéens de partager sur l'évolution de la médecine moderne. Le chef du département de la santé a salué les efforts de cette mission dans l'amélioration de la santé des Guinéens. J'adresse mes félicitations et mes remerciements aux membres de la 30e mission médicale chinoise en Guinée, dont le professionnalisme et l'engagement au service de nos populations sont exemplaires. Vous avez su, par votre expertise et votre dévouement, renforcer la coopération sanitaire entre nos deux nations, et ce depuis plus d'1 an. Cette cérémonie de reconnaissance de la 30e mission médicale chinoise a été couplée par une rupture collective des cadres et partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je le disais également en titre, le nouveau directeur général de la société guinéenne de palmiers à huile et DVA Sogipa en abrégé a entamé une tournée de prise de contact dans la préfecture de Yomo. À peine installé dans ses fonctions, il est allé à la rencontre des autorités locales, les populations et des leaders coutumiers des communes rurales de Guéké et de Bignamo. Complément d'information avec Saliou Paye. L'un des objectifs majeurs de cette visite est de transmettre aux populations locales un message de salutation et de soutien de la part du chef de l'État et du ministre de l'Agriculture. Un message axé sur l'importance de la culture de la paix, de l'unité et du vivre ensemble, mais aussi sur l'engagement des travailleurs à relever le défi du développement de la Sogipa.
Rencontrer des personnes qualifiées, des personnes engagées, des personnes motivées à m'accompagner. Donc je suis humble devant cette motivation, cet engagement. Je pense que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a bien voulu placer en nous le souhait de relever le défi, le souhait de mettre la Sogipa à un niveau de développement et de croissance. Au-delà de ce message institutionnel, le directeur général a échangé avec les différentes couches sociales de la localité. Il a ainsi recueilli les préoccupations des autorités locales, des travailleurs et des acteurs impliqués dans le fonctionnement de la Sogipa. Ça nous donne de l'espoir à plus d'un titre, à partir du moment qu'il nous a fait preuve et montre d'écoute. Et le fait d'étaler non seulement son programme, ce n'est pas lui qui a la solution, mais ensemble que nous allons trouver la solution de sortie de crise de cette entreprise. Cela nous va droit au cœur et vous avez entendu les vieux, les sages, ce qu'ils ont dit. C'est une première qu'ils viennent le même jour dépasser Dieké où se trouve son siège, venir à Bignamou, cela nous réconforte. Cette première visite placée sous le signe de l'écoute et de partage augure de belles perspectives pour la gestion future de la société guinéenne de palmier à huile Sogipa. L'occasion pour le directeur général de réaffirmer son engagement à travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour assurer un développement durable de la filière palmier à huile et EVA. Et puis la savane guinéenne et la forêt sont des zones d'intervention du service national de la promotion rurale et du conseil agricole dans les deux régions. Les conseillers agricoles étaient récemment à l'école pour le compte du projet de gestion intégrée des paysages dégradés pour des systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés. Il est conçu pour cerner le contour de l'agriculture durable dans le registre de protection et de la nature, nous dit Ikiamokaba. Au service national de la promotion rurale et du conseil agricole, la protection de la nature est l'une des feuilles de route à baliser. Dans la région forestière, la ville de Massienta accueille ce rendez-vous des paysans pour une résilience des systèmes alimentaires. La coopération est renforcée pour contribuer à mettre en place des conditions favorables pour le développement de l'agriculture durable. Même ambition à Cancan pour restaurer les paysages dégradés. Les conseillers agricoles et points focaux des zones d'intervention sont à l'œuvre pour un exercice de simulation du terrain. Les regards se croisent en classe pour cerner les techniques de lutte contre la dégradation de l'environnement. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de l'agroforesterie, la promotion de l'agriculture intelligente. Donc, c'est toutes ces pratiques-là qui sont en train d'être développées par le centre de recherche agronomique de Bordeaux et de Sérédou et qui vont faire approprier nos agents agricoles, donc les agents du CERPROCA, qui sont vraiment les maîtres d'œuvre dans ce sens, qui appuient les producteurs dans les champs agricoles. Derrière cette approche du service national de la promotion rurale et du conseil agricole, le Fonds pour l'environnement mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, il s'agit de revaloriser le projet de gestion intégrée des paysages dégradés pour des systèmes alimentaires durables et des moyens de subsistance améliorés en Guinée forestière et la Haute-Guinée, et un pilier essentiel pour une transition vers un avenir plus équilibré dans le monde rural. Alors maintenant vers la mise en place de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie de Guinée après la validation des termes de référence et d'autres travaux préliminaires. Un congrès national électif va permettre de constituer l'équipe dirigeante de cette filière. L'objectif est de promouvoir la vie associative au sein de ces différentes corporations avec le double enjeu de professionnaliser les producteurs et de mieux protéger
le couvert végétal. N'est-ce pas, Fodé Camara? On t'écoute. Interface entre l'État et les acteurs du développement rural au sens le plus large, la Chambre nationale d'agriculture poursuit ses réformes de structuration du monde rural. Dans cet élan de professionnalisation, le processus de mise en place de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie est officiellement lancé par le président de la Chambre nationale d'agriculture. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de M. le Président de la République et tout ce qu'il est en train de mettre aujourd'hui en place, si on n'a pas de base, on ne peut pas évoluer. Par exemple, on a reçu les gens la fois dernière ici qui sont tellement intéressés des cacao et café qui sont prêts à financer plus de 45 000 tonnes. Je vous assure, je quitte ici, je suis convoqué au niveau de la présidence qui veut parler des cafés aussi avec des Marocains. Mais si on regarde au fond, il n'y a rien. Et c'est hier que j'ai appris tout le cacao qu'on a aujourd'hui en Guinée, ça vient de la Côte d'Ivoire. Alors qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui de le faire nous-mêmes. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire? Parce qu'on n'est pas structuré. Pour la mise en place de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie, les travaux d'élaboration et de validation des termes de référence tiennent compte des avis des représentants des corporations professionnelles, de chasseurs, guérisseurs et pépiniéristes. Ceci avec l'implication des ministères de l'Environnement et de l'administration du territoire. Ça va beaucoup changer parce que nous savons qu'actuellement, il y a assez de problèmes sur le terrain qui sont dus à la non-organisation de nos acteurs. Ça nous cause assez de problèmes et au niveau des acteurs eux-mêmes, mais aussi au niveau de l'administration. Ça va commencer par la création des unions et ces unions-là vont se transformer en fédérations et les fédérations vont aboutir à la confédération de la foresterie guinéenne. Pour ne pas naviguer à vue, un chronogramme est préétabli, entre autres activités à exécuter à court terme. La création de la Fédération nationale des chasseurs et guérisseurs de Guinée et la réforme de la Fédération des professionnels de la filière bois. Tout ce travail aujourd'hui est chiffré à un budget de 933 millions de francs guinéens qui doit normalement être financé par la Chambre d'agriculture au minimum à hauteur de 70%, ce qui équivaut à 653 millions. Et la Chambre nationale d'agriculture est engagée à mettre les moyens pour la mise en œuvre de cette activité pour ne pas que ces réflexions restent dans les tiroirs comme nous avons l'habitude de le constater dans la plupart des cas. Ces travaux de réorganisation profonde de cette filière stratégique seront bouclés par la tenue du Congrès national électif après l'Assemblée générale constitutive de la Confédération nationale des acteurs de la foresterie de Guinée. Et puis, Fodé, en République de Guinée, la Guinée-Bissau, dans la vision des droits des personnes vulnérables, s'est fixé pour objectif d'améliorer la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, excision et l'autonomisation. En décembre 2021, le projet transfrontalier Guinée-Bissau pour l'abandon des MGF a été initié pour une durée de 3 ans par Plan Guinée et financé par le gouvernement allemand à travers le BMZ. La clôture de ce projet a mobilisé toutes les parties prenantes de ces deux pays à Koundara. Sarafidine Diallo et Nabilaï Kamara, on vous écoute. Ce projet transfrontalier de 3 ans de lutte pour l'abandon des mutilations génitales féminines, excision et l'autonomisation des femmes et filles dans les préfectures de Gawal et Koundara en Guinée et Boé et Piché en Guinée-Bissau qui a fait tache d'huile dans les 150 communautés a été initié par le plan international avec l'appui des gouvernements allemands à travers le BMZ. Après 3 années, n'est-ce pas, de mise en œuvre de ce projet transfrontalier de lutte contre les mutilations génitales féminines avec la Guinée et la Guinée-Bissau, nous avons eu à réaliser pas mal d'activités parce que c'est un projet pilote. Arrivé au terme de 3 ans, ce projet transfrontalier Guinée et Guinée-Bissau qui a touché près de 19 000 bénéficiaires à travers les ONG Aprodej et Agibet
Plan international a mobilisé à Koundara tous les représentants des parties prenantes à sa clôture. La formation que nous avons suivie nous a beaucoup aidé à savoir sur l'excision et sur le mariage précoce, les dangers que ça peut causer. Et nous ne voulons pas que le projet soit clôturé pour toujours. Une clôture du projet mise à profit par Plan international pour rappeler les résultats positifs obtenus pendant la vie du projet. C'est bien fait qu'on intéresse les deux frontières parce que si on traite la maladie aux côtés de la Guinée, avec les sous-préfectures ou les préfectures frontalières, si on n'associe pas, parce que c'est la même famille, c'est la frontière seulement qui nous différencie, on n'allait pas pouvoir les guérir. La pérennisation et l'amélioration des résultats obtenus sur les droits des filles et femmes durant le projet doivent obéir nécessairement à l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes pour les communautés. Et enfin, je le disais en titre sport, le Sili national de Guinée, un réveil de bataille affronte la Somalie ce vendredi au stade olympique Alassane Ouattara d'Ibépé d'Abidjan. C'est pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mercredi déjà, le technicien français a effectué sa dernière séance d'entraînement, suivi ce jeudi de la mise en place de l'équipe. Retrouvons nos envoyés spéciaux Moussa Koumara, Gibril Kamara et Mangafori Kamara. La rencontre Guinée-Somalie, 5e match du Sili national de Guinée dans le groupe G. 4e de son groupe derrière le Botswana avec 6 points. L'équipe nationale guinéenne affronte la Somalie avec un objectif précis, arracher les 3 points. Ce sera serré jusqu'au bout, du moins on l'espère. Maintenant, on a 3 points de retard sur les 2 premiers. Il s'agit de combler ce handicap-là et on n'a pas trop de droit à l'erreur. Il faudra prendre un maximum de points. Donc, surtout que l'Algérie a gagné en Ouganda, elle a gagné au Mozambique. Donc si on veut rester dans la course, c'est important pour nous de bien négocier ces matchs. Donc la Somalie, prendre les 3 points parce que c'est indispensable. Pour mieux aborder les matchs contre la Somalie et l'Ouganda, plusieurs joueurs longtemps absents pour des cas de blessure sont de retour. Mokhtar Diarabi et ses coéquipiers sont déterminés pour les 2 matchs. Tout le monde souhaite jouer une Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui la Guinée a le droit de rêver et pourquoi pas se qualifier à une Coupe du Monde. On va essayer de donner le maximum qu'on a et essayer de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Pour le match de demain, nous avons informé toutes les communautés d'Abidjan et même les communautés de l'intérieur pour que tout le monde demain soit au stade Ebimpe Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour supporter notre tricolore national. Le Sili national de Guinée a désormais son destin en main. Après la victoire du Mozambique 3-1 contre l'Ouganda, 12 points et leader du groupe. L'équipe nationale de Guinée doit impérativement gagner ces 2 rencontres pour se relancer dans le groupe G. Le coup d'envoi de ce match, Guinée-Somalie, c'est ce vendredi à 21h GMT au stade Alassane Ouattara d'Ibépé d'Abidjan. Vous avez compris donc, c'est Mangamori au lieu de Mangafori. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée par Algassimo Ba sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.